l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine d'Indre-et-Loire est une unité de la direction régionale des affaires culturelles de la région Centre-Val de Loire. Ce sont des services déconcentrés du ministère de la Culture. L'unité départementale de l'architecture et du patrimoine a 3 missions principales, conseil, contrôle et conservation. Oui. Donc, conseil tout d'abord, le service contribue à la prise en compte de la politique de l'État dans la planification et dans l'aménagement du territoire mené par les collectivités territoriales. Notamment, elle promeut la production d'un urbanisme de qualité et la création architecturale contemporaine conformément à la loi sur l'architecture de 1977. Le contrôle maintenant, le service émet des avis sur tous les projets de construction et tous les travaux extérieurs qui sont réalisés en espace protégé. Par espace protégé, on entend d'abord des monuments historiques, délimités ou non. L'Indre-et-Loire compte 875 monuments historiques inscrits ou classés. Il y a également les sites patrimoniaux remarquables. La loi de juillet 2016, la loi LCAP, c'est ça ? La fameuse loi LCAP qui est venue modifier un peu toutes les procédures. C'est ça, c'est venu clarifier et rendre plus lisibles les différentes protections qui existaient en matière de patrimoine bâti, urbain, architectural et paysager. Donc cette loi a permis la création des sites patrimoniaux remarquables qui regroupent les anciens secteurs sauvegardés, les ZPPAUP, donc les zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager, ainsi que les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. Oui, les AVAP. C'est ça. Oui. Et enfin, le service émet des avis également sur les projets qui se situent dans les sites inscrits ou classés pour leur valeur paysagère, patrimoniale, donc issue de la loi de 1930 et codifiée au Code de l'environnement. La deuxième mission correspond à la conservation. L'unité départementale de l'architecture et du patrimoine d'Indre-et-Loire, en partenariat avec la conservation régionale des monuments historiques, donc un autre service de la DRAC, réalise le contrôle scientifique et technique sur les monuments du département. Le service réalise également des travaux de maîtrise d'œuvre sur les monuments historiques classés appartenant à l'État. Donc les cathédrales en partie. Donc la cathédrale de Tours, le cloître de la Salette et l'église Saint-Julien de Tours. Oui. Oui. Qui n'est pas une cathédrale, mais qui est quand même monument appartenant à l'État. Et donc pour mener à bien toutes ces missions, le service dirigé par Franck Charnassé se compose de 11 personnes, donc 3 architectes urbanistes de l'État qui exercent des fonctions d'architecte des bâtiments de France, 5 instructeurs, une géographe référente pour les questions d'urbanisme, un agent d'accueil qui réalise aussi le préenregistrement des dossiers et une secrétaire. Et au final, cette équipe réalise chaque année 1300 entretiens préalables au dépôt des demandes d'autorisation et émet plus de 6000 avis. Et alors comment fait-on pour devenir architecte dans un UDAP ? Pour intégrer ce corps, il faut passer à un concours de l'État. En venant du concours externe, il faut effectivement être architecte et il y a une partie du quota qui est ouvert aux non-architectes. Le service émet chaque année plus de 6000 avis et réalise plus de 1300 entretiens individuels, plusieurs jours de permanence chaque semaine. Il y a aussi des permanences qui sont déportées sur les principales villes du département, donc à Loches, à Amboise, en partenariat avec les services d'urbanisme de ces villes. Et là, c'est les trois architectes qui font ces permanences. Oui. Et donc nous réalisons ainsi 1300 entretiens préalables donc au dépôt des demandes. Donc là, c'est des particuliers ou des collectivités qui Des particuliers, des collectivités, des architectes qui nous présentent donc les dossiers avant de déposer officiellement la demande d'autorisation. D'accord. Ce qui permet donc de faire évoluer les projets en amont et de bien partager le diagnostic du site et la compréhension du contexte. Et les difficultés, les conflits éventuels.
Comment ça se résout? Et bien justement, ça se résout bien en amont, c'est-à-dire quand on prend le projet suffisamment tôt pour avoir un partage de la caractérisation du contexte. À partir du moment où tout le monde se met d'accord autour de la table pour décrire le contexte, ça évite les conflits et décider quels sont les enjeux relatifs à l'aménagement, au projet qui est en question. Le projet part sur des bonnes bases et donc on aboutit à une bonne solution architecturale. D'accord.